Bonjour, je m'appelle Étienne Pato, je suis professeur de droit privé à l'Université de Paris 1, l'école de droit de la Sorbonne. Alors la communautarisation du droit international privé, c'est un grand débat qui a beaucoup agité la doctrine française dans les années 90, qui aujourd'hui est un peu plus assagi, à une certaine accalmie je crois, en tout cas en France. En réalité, tout est parti d'une question de compétence, parce que lorsque le traité d'Amsterdam a été adopté en 1997, a été adopté avec ce traité d'Amsterdam un nouvel article 65 du traité CE à l'époque, devenu désormais 81 TFUE. Et cet article 65 avait le défaut, qui est hélas que partiellement réglé dans le nouvel article 81, d'être extraordinairement mal rédigé. Il fait partie de ces articles qui ont été sans doute rédigés en fin de nuit, en fin de négociation, sur un coin de table, et du coup d'être très ambigus quant à leur contenu exact. Et cette rédaction a entraîné un grand débat qui a parfois dépassé les strictes limites qui étaient celles du débat académique, sur la question de savoir s'il y avait effectivement une compétence de l'Union européenne pour adopter des textes en matière de droit international privé. Alors le législateur européen l'a pensé, puisque très rapidement, des textes très importants ont été adoptés. La Convention de Bruxelles de 1968 a été transformée en règlement Bruxelles I. Un règlement Bruxelles II a été adopté avant même que la convention qu'il aurait dû remplacer soit entrée en vigueur. Et puis très rapidement ont été adoptés les grands textes en matière de conflit de loi, le règlement Rome II en matière de loi applicable au délit, Rome I sur les contrats, celui qu'on appelle Rome III sur le divorce, et ainsi de suite des règlements en matière de procédure, en matière d'insolvabilité, en matière de régimes matrimoniaux et de succession, enfin un pan du droit international privé est désormais couvert par des règlements européens. Donc je crois que la question de compétence, même si elle n'est pas totalement disparue des cénacles académiques, a été résolue, en tout cas par adoption de textes qui sont des textes très importants et dont la légalité n'est aujourd'hui à peu près plus contestée par personne. Donc la communautarisation, il faut l'entendre au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire véritablement le transfert de compétences depuis les États vers l'Union européenne pour l'adoption d'un droit international privé qui est un droit international privé unique et commun. Alors évidemment, il y a ici place pour des appréciations plus ou moins favorables, plus ou moins enthousiaste, pour utiliser la litote. En ce qui me concerne, je ne porte pas un regard particulièrement négatif ni critique. Je trouve qu'il y a des choses critiquables qui ont été faites. Les règlements sont plus ou moins bons. Il y a notamment le droit de la famille, une difficulté d'articuler tous ces règlements qui ont été adoptés entre eux. C'est pas toujours très facile de comprendre comment s'articulent des règlements les uns avec les autres dans les gros contentieux familiales. Songeons par exemple à un gros contentieux de divorce aujourd'hui. Il est certain que les questions de divorce, d'obligations alimentaires, de liquidation du régime matrimonial, d'éventuelles procédures parallèles sont des questions qui sont des questions compliquées. Maintenant, il faut voir aussi ce qui a été remplacé. C'est remplacé quand même un droit international privé certes complexe, mais ce droit international privé complexe est un droit international privé qui a quand même remplacé 28 droits internationaux privés qui du coup étaient encore plus difficiles à articuler les uns avec les autres. Donc je crois que le bilan n'est pas si négatif. La réponse ici n'est pas toujours trouvée ou susceptible d'être trouvée dans les règlements, qui restent des règlements relativement classiques de droit international privé. Les règles de conflit de loi sont des règles de conflit de loi relativement classiques, les règles de compétences juridictionnelles sont des règles de compétences juridictionnelles relativement classiques, les rattachements ont un peu évolué, mais les règles elles-mêmes ne sont pas bouleversées. Donc ça, c'est un premier élément de réponse, c'est que le droit international privé de l'Union européenne reste un droit international privé finalement de facture assez classique. Peut-être un des points à souligner qui est assez important, c'est le fait que ce droit international privé prenne place dans un espace de liberté, de sécurité et justice, et donc dans un espace qui est un espace de coopération.
Et ici, un des rôles importants du droit international privé de l'Union européenne, c'est précisément de permettre et de favoriser cette coopération de juge à juge qui est encore aujourd'hui très balbutiante, mais qui, je crois, est l'un des avenirs importants du droit international privé, notamment du droit international privé de l'Union européenne. Cette coopération de juge à juge, elle existe déjà, ou elle est déjà prévue par des textes qui ne sont pas des textes de l'Union européenne. Par exemple, la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants, qui est un des premiers textes internationaux, et d'ailleurs avant les textes européens, à prévoir ce mode de coopération. Mais il est certain que le fait que cette coopération prenne place dans un ensemble qui est régi par des grands principes de coopération, de confiance mutuelle, est de nature à améliorer considérablement cette coopération et donc à mettre en œuvre des règles qui sont des règles de coopération et peut-être de fonctionnement plus aisé dans le cadre de l'Union européenne. Et dans ce cadre-là, ça c'est une évolution du droit international privé qui est assez fondamentale. Mais au-delà des règlements, le débat plus fondamental qui se pose, c'est ce débat dont on commençait à parler tout à l'heure, qui est ce débat de savoir si les grandes libertés, et notamment les libertés de circulation, ont ou pas une influence sur le droit international privé et plus généralement sur les modes d'articulation des règles. Il y a ici des modes d'articulation des règles qui sont très traditionnels en droit international privé. Les règles de conflit de loi sont des règles par lesquelles on va faire fonctionner ensemble des lois nationales différentes en disant, en fonction d'un élément de rattachement, telle situation sera régie par la loi de tel élément de rattachement, le domicile ou la nationalité. Et donc la question qui s'est posée, qui continue à mon avis à se poser, c'est la question de savoir si le fait que le droit international privé, le droit de l'Union européenne se rencontre, a une influence sur le fonctionnement même du droit international privé et de ses méthodes d'articulation des normes. L'exemple le plus frappant, c'est à nouveau l'affaire Grünkin-Poll. Cette affaire par laquelle un enfant qui était de parents allemands, mais qui était né au Danemark, cet enfant s'était vu conférer un nom au Danemark en application de la loi danoise. Or, en application de la loi allemande, qui pour les Allemands était applicable, c'est un autre nom qui aurait dû être donné à cet enfant. Et les parents de cet enfant, les parents du petit Matthias Grünkin-Poll, ont prétendu que imposer l'application d'un autre nom en application de la loi allemande rendue applicable par la règle de conflit de loi allemande qui désignait la loi de la nationalité en matière de nom de famille, les parents ont dit mais faire ceci c'est en réalité contraire à la citoyenneté européenne parce que c'est porter atteinte à la liberté de circulation qui est garantie aux citoyens européens. Pourquoi est-ce que ça porte atteinte ? Eh bien parce que c'est un désagrément fort pour les citoyens européens que de porter un nom dans un État et un autre nom dans un autre État. Et la Cour de justice de l'Union, dans cette affaire Grünkin-Poll, a donné raison aux parents, en disant effectivement, il y a ici une atteinte à la citoyenneté européenne. Et on est né à partir de là un débat très important qui ne concerne pas que le droit de l'Union européenne, mais qui concerne beaucoup le droit de l'Union européenne, débat très important sur la méthode même du droit international privé. Est-ce que la règle de conflit qui est utilisée traditionnellement en matière de droit international privé, par exemple en matière de nom de famille, doit être maintenue, celle qui désignait en Allemagne la loi de la nationalité, ou est-ce qu'il faut utiliser une autre méthode, en l'espèce la méthode de la reconnaissance, par laquelle on va reconnaître le nom qui avait été donné au Danemark en Allemagne. Et ça, c'est un débat très important et qui, en plus, plonge ses racines dans un débat méthodologique très ancien du droit international privé, qui est très antérieur à l'Union européenne, puisque au début du XXe siècle encore, il y avait une grande discussion sur la question de savoir si le droit international privé devait s'articuler autour de la reconnaissance des droits qui étaient acquis dans un pays. Est-ce qu'il fallait reconnaître les droits acquis dans un pays, dans un autre pays ? Et donc ce parallèle que j'ai exploré il y a quelques années entre les droits acquis et la méthode de la reconnaissance me semble particulièrement frappant pour montrer à la fois que le droit international privé retrouve les mêmes débats et en même temps se renouvelle en profondeur du fait non pas d'une théorie abstraite des droits acquis, mais d'une construction institutionnelle concrète qui est l'Union européenne.